Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, je reçois une invitée qui connaît aussi bien la lumière extérieure que la lumière intérieure. Femme de télévision, mais aussi femme d'écriture et de lettres. J'ai le plaisir de recevoir Christine Kelly. Merci beaucoup. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec nous. Ravie. Sur Lumière intérieure à KTO. Très beau titre. Oui, et justement, on va essayer de percer cette lumière intérieure chez vous à travers ce livre que vous venez de publier aux éditions du Cherche-Midi, Liberté sans expression, une autobiographie. C'est la deuxième, puisqu'il y en avait une déjà en 2015, Invité surprise à l'époque. Donc vous continuez à dérouler votre vie, mais... Elle n'avait pas été vraiment publiée parce que la maison d'édition a fait faillite, donc c'est pour ça qu'elle compte pour du beurre, malheureusement. En tout cas, la première édition. Je l'ai lu, elle était publiée aux éditions du Moment. Moment. Oui, voilà. oui. Et donc, on parle bien sûr de ce livre qui vient d'être publié, Liberté sans expression. Alors, c'est le titre déjà qui m'a frappée. Liberté, c'est le mot qui revient le plus souvent dans votre livre. C'est vraiment le maître mot de cet ouvrage. Pourquoi le sans expression ? La liberté se doit d'être avec une expression, et c'est ce que vous vous dites d'ailleurs dès le chapitre 3, ma liberté ne sera pas sans expression. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par le titre déjà ? Déjà, au quotidien, lorsqu'on sort de son bureau pour aller au plateau, lorsqu'on sort du plateau pour aller au parking, lorsqu'on sort du parking pour aller chez soi, on est accompagné de 2 gardes du corps, on se demande pourquoi. Lorsqu'on réfléchit, on se dit, mais pourquoi ? Parce que je fais une émission, j'ai des menaces de mort. Qu'est-ce que j'ai dit dans mon émission ? Est-ce qu'on connaît mes positions dans mon émission ? Non. Alors donc c'est effectivement en rapport vraiment à votre situation depuis 2-3 ans, depuis que vous animez, puisque je ne l'ai pas dit effectivement, Face à l'info sur CNews depuis 2019, vous êtes effectivement accompagné par 2 policiers qui vous suivent au quotidien, et c'est ce à quoi vous faites référence. Donc, et on se demande, est-ce qu'en étant simplement journaliste, on n'a pas droit à l'expression, on n'a pas le droit justement de faire face, de donner la parole à des gens qui ont des idées différentes les unes des autres, ou bien différentes de la bien-pensance. Je veux dire, au nom de quoi une journaliste aujourd'hui, en 2022, doit être accompagnée pour faire son travail ? C'est comme si un boulanger qui vend son croissant, peut-être un prisonnier, peut-être un ancien condamné, il doit être accompagné de policiers parce qu'il vend son pain à quelqu'un à qui peut-être il n'a pas le droit. Je trouve qu'au nom de la liberté, au nom de la liberté d'expression, aucun journaliste mérite de vivre sous ces conditions. Donc c'est un titre vraiment coup de gueule. Un titre coup de gueule. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sous couvert de liberté d'expression, on veut faire taire ce qu'on ne veut pas entendre. Sous couvert de lutte contre le racisme, on fait passer justement le racisme. Sous couvert parfois de lutte contre la désinformation, on profite pour désinformer. Donc c'est la raison pour laquelle ce titre, Liberté sans expression, qui est l'inverse de la liberté d'expression, permet de mettre en lumière cette inversion de valeurs dans laquelle on vit au quotidien et a une façon d'attirer le regard pour se dire qu'il faut ouvrir les yeux et pour voir qu'on est dans un monde d'inversion de valeurs. Pourtant, vous avez une liberté d'expression, vous la revendiquez, et dans ce livre, et effectivement via votre émission. Si vous voulez, si vous pensez que j'ai une liberté d'expression, oui. Mais pour pouvoir travailler tous les jours, je vis sous menace de mort. Donc, oui, j'ai une liberté d'expression. Si vous trouvez, vous, que c'est une liberté d'expression, que d'aller travailler en vivant sous menace de mort, en ne sachant pas si on va rentrer chez soi le soir, oui, si vous voulez, si vous pensez que j'ai une liberté d'expression, si vous l'appelez comme ça, oui. Là, je fais référence aussi à ce que vous écrivez dans votre livre, parce que vous êtes une combattante, on l'entend bien dans ce livre. Comme je le disais, le 3e chapitre est intitulé comme ça. J'aurai une liberté avec expression, en fait. C'est ce que vous dites dans votre 3e chapitre. Et vous faites tout pour, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, on devient une femme de courage, on devient une femme battante, combattante, oui, alors qu'on ne fait que son métier. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment le curseur s'est complètement dépassé et s'est déplacé. On devient quelqu'un qui est en train de se battre en permanence pour faire quoi ? Pour faire simplement son métier. Donc oui, malheureusement, je m'exprime, mais dans des conditions de lutte. Et ça,
pour moi, ce n'est pas de l'expression. Oui, je m'exprime, mais dans des conditions de lutte. Et je trouve qu'aujourd'hui, et c'est intéressant parce qu'en allant plus loin, la démocratie, comme la démocratie contre elle-même, c'est toujours sous couvert de donner la parole à tout le monde, on veut faire taire ce qu'on ne veut pas entendre, sous couvert de bien, on veut faire le mal en douce. Donc c'est tout ça qui m'interpelle et qui fait que oui, sous couvert d'expression, finalement, est-ce que je peux vraiment m'exprimer? C'est compliqué. Vous revenez justement, dès les premières pages de votre livre, de cette protection policière dont vous jouissez, c'est pas le bon terme, mais que vous subissez, avec votre petite fille, Léa, qui a 7 ans, je crois, aujourd'hui. Comment le vit-elle, votre fille, cette forme d'emprisonnement, du coup? Oui, alors c'est intéressant parce que dans le livre, je raconte comment on parle d'Harry Potter, je fais le lien entre la liberté, etc. Et je discute beaucoup avec elle. Et dans la rue, par exemple, des gens m'arrêtent, m'interpellent. Oh, Madame, j'adore votre émission. Une fois, 2 fois, 3 fois, elle me dit ah, mais maman, pourquoi ils sont toujours en train de dire ça? Je lui dis fais attention parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui me dit Madame, je déteste votre émission et qui ne soit pas content. Et je lui dis c'est comme à la cour de récréation, il y a des gentils, il y a des méchants. Il y en a qui t'en veulent, il y en a qui t'en veulent pas. Et tu ne sais souvent pas pourquoi. Donc je la protège beaucoup en lui disant que ceux qui sont petits deviennent grands et deviennent aussi méchants. Et en lui expliquant que c'est pour se protéger des méchants qu'on a justement cette protection voilà, des 2 gardes du corps. Donc elle le vit. Elle n'en souffre pas trop? Elle n'en souffre pas, non, elle vit avec, ils font partie de la famille maintenant, on en rigole. Et c'est vrai que je m'applique quand même dans mon éducation avec elle à essayer à faire en sorte que ça ne soit pas un poids. C'est-à-dire que la vie, voilà, elle est comme ça, on l'accepte, on sourit, ça reste une enfant et j'évite de lui emmener tous les gros problèmes qui vont derrière ces 2 gardes du corps, Gordane et Slavène. Alors, vous parlez beaucoup de la liberté d'expression, mais pas que. Vous développez toutes les formes de liberté. Il y a des sous-chapitres liberté spirituelle aussi, entre autres. Quelle est la liberté qui vous est le plus chère? Sachant qu'aussi, dans ce livre, vous parlez des 3 maîtres mots de la République, égalité, fraternité et liberté. Et vous dites d'ailleurs, ce sont 3 mots illusoires. Oui, parce qu'au quotidien, on voit que liberté sans expression, égalité, elle est où l'égalité, la fraternité? Vous vous interrogez. Pour la trouver. Voilà, je m'interroge effectivement sur ce triptyque qui marque notre République. Et puis, quelle liberté pour moi est la plus chère? Quelle liberté? C'est une très très jolie question. Qu'est-ce que je pourrais répondre? Je pense la liberté d'être soi-même. La liberté d'être soi-même. Et je pense que dans mon éducation depuis toute petite, et ce que j'explique, c'est que mes parents, avec une éducation très stricte, ils m'ont au moins donné ça, la liberté d'être moi-même. Ose être différente, ose t'affronter aux autres, ose ne pas être comme les autres, ose penser différemment, ose agir différemment, mais en sachant que tu es en relation avec ton éthique, ton intérieur, ce que tu penses, la façon dont tu as été éduqué. Et je pense que dans cet espace est ma liberté, la liberté d'être soi. Une liberté acquise de haute lutte. D'ailleurs, en exergue, vous citez Virginia Woolf, le journal d'un écrivain. Je ne serai pas célèbre ou grande, je ne raconte pas tout, mais l'affaire est de se libérer soi-même. Ça, c'est une phrase qui vous parle. Complètement. Et quand je dis l'affaire est de se libérer soi-même, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut jouir d'une liberté puissante à partir du moment où on s'est libéré soi-même. À partir du moment où on sait qu'on est dans son espace de liberté, dans son espace d'éthique, dans son espace de conscience, dans son espace d'évolution qui a été délimité par son expérience, par son éducation, par sa propre bien-pensance ou pas, et par ses propres carcans, à partir du moment où on est dans son espace, la liberté d'être soi-même. Ne pas laisser les autres vous imposer leur regard, mais savoir que j'ai mon regard et j'ai ma liberté en dépit des autres. Ne pas laisser les autres vous juger de votre vie, mais savoir que vous avez votre vie en dépit des autres parce que vous êtes libéré et vous avez justement votre liberté intérieure. Je trouve que c'est un combat permanent, un combat à vie, être en quête de sa propre liberté, savoir être libre, savoir se dire que tiens là, je n'irai pas sur ce terrain-là parce que ça ne me convient pas, quelles que soient les conséquences. Quelles que soient les conséquences. Ça m'est déjà arrivé de démissionner plusieurs fois pour être libre.
Oui, il y a des conséquences après, mais la liberté d'être soi-même, je trouve que c'est capital, se libérer intérieurement. Vous parlez de votre éducation très stricte, qui était aussi une forme d'emprisonnement. Donc vous vous êtes aussi libéré de cette éducation-là, d'une Oui, certaine façon. absolument. Ça vous remercie vos parents? Oui, j'ai toujours remercié mes parents et vraiment, même s'ils ont été très durs avec moi, mais je dis toujours que l'important n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais qu'est-ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi. Et même si mes parents étaient durs, pour eux, c'était le carcan de l'éducation. Et je rêvais justement de liberté. Le carcan peut mener à la libération et donc à plus de liberté encore? Exactement, et à la soif de liberté. Et ils m'ont donné des bases, ils m'ont donné cette envie de liberté depuis toute petite. J'ai eu soif de liberté, c'est ce que j'explique dans le livre. Et je les remercie de ce qu'ils m'ont donné. Et avec ce qu'on t'a donné, tu fais ta vie. Avec ce que tu as reçu, tu construis ta vie. Et je remercie mes parents, et je ne les remercierai jamais assez des bases qu'ils m'ont données. Je me suis trouvée toute ma vie avec des journalistes qui fument partout, je n'ai jamais fumé, qui prennent un joint ici ou là, je n'en ai jamais pris, qui pensent différemment que moi, je n'ai jamais pensé comme eux, et ils m'ont donné ces bases. Donc évidemment, les parents ne peuvent pas tout bien faire, et évidemment, les parents ne peuvent pas tout apporter, mais je remercie beaucoup mes parents des bases qu'ils m'ont données, même si parfois ça a été dans des conditions difficiles. Vous le dites aussi, toute vie est paradoxe. Vous venez de le démontrer encore une fois. Concernant le couple, il n'y a peut-être qu'en le couple que je ne me suis jamais sentie emprisonnée, écrivez-vous, page 80 de ce livre. C'est la réalité? Oui, c'est-à-dire que pour moi, le couple est une liberté. Et c'est la seule phrase que j'ai dit sur le couple dans tout le livre. Parce que vous êtes très discrète sur ce sujet-là. Je suis très discrète dessus. Et c'est vrai que pour moi, voilà, c'est pas parce que, pour moi, c'est pas parce qu'on est marié qu'on est en prison. Et souvent, les gens veulent faire croire ça. Et au contraire, moi, je trouve que lorsqu'on est en couple, c'est aussi une forme de liberté. Liberté d'être soi, liberté de partager, liberté de vivre une vie à deux. Et justement, il ne faut pas se laisser piéger par le fait que le mariage est un emprisonnement, ni l'éducation stricte un emprisonnement. Voilà, encore une fois, un peu le paradoxe qui ressort. Exactement, exactement. Revenons sur la liberté spirituelle, qui fait aussi partie de vos chapitres. Vous dites d'une certaine façon, même dans des interviews, être piloté par Dieu. Page 27, vous écrivez « On ne s'appartient jamais aussi intimement qu'en se confiant à lui ». La liberté est-elle compatible avec la foi, qui implique humilité et service? C'est une question. La liberté et la foi, justement, se marient, je pense, justement. Et ce que j'aime avec notre République française, c'est la liberté de croire et la liberté de ne pas croire. Et ça aussi, c'est une liberté. Donc, la liberté de croire, c'est une liberté. Et je trouve que, voilà, ça aussi, ça fait partie de notre République. C'est la liberté de nos institutions, mais la liberté Exactement. Spirituelle, plus particulièrement. Ça va avec la foi. Et je trouve que c'est une formidable force que d'avoir une liberté spirituelle. La liberté, effectivement, de croire ou de ne pas croire. Et moi, c'est ma liberté de croire. Et je pense que lorsqu'on est chrétien, on lit la Bible, on prie. Et la prière, c'est quoi? C'est une connexion ou pas avec Dieu, à votre avis? Vous priez quotidiennement? Ça me regarde. En tout cas, on voit dans votre livre que vous avez un parcours fulgurant. Ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Vous êtes donc né en Guadeloupe, au Lamentin. Au départ, vous n'êtes pas destiné vous-même, vous n'aviez pas vraiment envie d'être journaliste, vous avez fait des études plutôt scientifiques. Absolument. Vous êtes partie ensuite comme hôtesse de l'air, vous avez commencé comme hôtesse de l'air. Un petit boulot, dont ça, effectivement. Dont ça. Pour se chercher. Vous cherchiez encore. Pourquoi le journalisme, à proprement parler? Ça a commencé à Archipel 4, donc la chaîne en Guadeloupe. Et vous avez été complètement subjugué par ce métier. Vous aviez envie de comprendre. C'est votre curiosité, c'est votre envie des autres, du voir du monde. Oui, comme vous dites exactement, l'envie des autres, l'envie d'aller vers les autres et l'envie aussi de ne pas être dans l'apparence, de ne pas être dans la superficialité. Et je déteste la superficialité.
Et comme vous dites, et j'adore le titre de votre émission, j'aime l'intérieur, j'aime la force intérieure, j'aime la puissance intérieure, j'aime lorsqu'on est journaliste et qu'on a justement un fond intérieur pour qu'on puisse aller se permettre d'interroger quelqu'un ou d'aller justement chercher l'intérieur de l'autre. Lorsqu'on est animatrice, et ce que j'étais avant pour commencer dans l'audiovisuel, j'étais un peu, on va dire, oui, pourquoi pas, j'interrogeais aussi, mais ce n'était pas la même dimension que de devenir journaliste. Alors oui, j'ai fait plusieurs petits boulots, oui, j'ai appris la notion de liberté, liberté géographique en étant hôtesse sur le TGV, liberté dans les airs en étant hôtesse de l'air, et j'ai découvert la liberté d'expression et la liberté intellectuelle justement avec le métier de journaliste, parce que là on s'interroge, on se met en question, on est dans le profond, ça dépend de qui vous me direz, mais on peut se permettre d'avoir une force intérieure pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Et c'est ce qu'on va faire encore plus avec vous. On va essayer de percer cette intériorité. Avec je vous propose plaisir. la deuxième partie de l'émission. Je vais m'éclipser. Je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les éclairer. Christine Kelly, si vous voulez bien. Avec à tout de plaisir. suite. Christine Kelly, est-ce que vous êtes bien? Très bien. Depuis tout à l'heure. En pleine forme. En pleine forme. Ça se voit. Je vous propose mon premier mot, qui résonne un peu avec ce dont nous avons déjà parlé, le mot mérite. Mérite. Qu'est-ce que ça vous évoque? Un soupir déjà, vous avez vu? J'entends. Soupir parce que derrière mérite, c'est travail. Derrière travail, c'est des claques. Derrière des claques, c'est de la détermination. Derrière la détermination, c'est du courage. Derrière le courage, c'est de la volonté. Derrière la volonté, c'est de la résistance. Derrière la résistance, c'est de l'éducation. Derrière l'éducation, c'est venir de loin. Et mérite, pour moi, c'est vraiment cette succession de mots et un soupir parce que parfois, je regarde autour de moi et je vois des gens qui ont eu des choses tellement plus vite que moi. Parfois, je regarde autour de moi et je vois que je me suis tellement bagarrée, comme on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, la notion de combat, pour pouvoir avancer, pour pouvoir me faire une petite place, trouver un métier dans l'audiovisuel. Vous avez avancé vite quand même. Donc, Christine. pas du tout. C'est pas le sentiment que vous avez? Pas du tout. C'est marrant. Pour le certains, que... oui, comme quoi oui. Pour certains événements, c'est le cas quand même. Vous avez été la plus jeune femme nommée au CSA en 2009. Première présentatrice noire à présenter un journal. Enfin, il y a beaucoup de premières que vous cochez. Oui, parce que je suis une défonceuse de porte et parce que... Mais quelle énergie pour arriver, ne serait-ce qu'à l'école de journalisme avant, à chaque fois se battre pour trouver sa place, ne connaître personne dans l'audiovisuel. Oui, j'ai avancé et j'aime bien défoncer les portes qui sont bien fermées, hein, pas celles qui sont ouvertes, mais celles qui sont fermées à double tour. Et c'est vrai que peut-être que ça peut paraître effectivement de l'extérieur comme ayant été vite, mais ça a été beaucoup de souffrance aussi, beaucoup de combats, honnêtement. Une souffrance et des combats qui ont démarré dès votre enfance, au Lamentin, entouré de vos 3 frères et sœurs. Donc vous êtes une fratrie de 4 enfants. Votre frère aîné s'appelle Philippe, c'est bien ça. Oui. Puis il y en a eu 2 petits derrière qui n'ont peut-être pas tout à fait subi le même sort, entre guillemets. Lucien et Gladys. Voilà. Vos parents sont enseignants, Ginette et Robert étaient enseignants. Et ils vous ont enseigné effectivement cette valeur travail, le mérite. Vous avez toujours eu l'impression de ne pas avoir subi exactement le même traitement que les autres? C'est vrai. Très bonne remarque. Très bonne remarque. J'ai toujours l'impression d'avoir à en faire plus.
Et je vous dis encore une fois avec un soupir, hein, mais d'avoir à en faire plus, pour prouver qu'on est capable, etc. Et derrière ce mot mérite, lorsque je vois qu'en novembre et qu'il me l'a remise en février, le ministre Sébastien Lecornu m'a donné l'Ordre national du mérite, enfin m'a fait officier de l'Ordre voilà. national du mérite, j'allais y revenir. Exactement. Félicitations. Derrière, voilà, merci beaucoup, mais derrière ce mot mérite, je vois aussi cette cérémonie. Et honnêtement, ça a été peut-être, par rapport à la première fois, l'une des rares fois où j'ai été aussi touchée par son discours, parce que je me suis dit, il disait que voilà, que s'il y a quelqu'un qui mérite, qui a grandi professionnellement par ce mérite, par son mérite et par son travail, c'était elle. Et j'ai été extrêmement touchée parce que ça me permet de m'arrêter, de me retourner un peu en arrière et de regarder un peu le chemin parcouru. Et derrière ce mot mérite aussi, au bout du bout finalement, il y a l'encouragement avec cette médaille. Mérité, donc. On va dire ça. Parmi les mots que vous citiez au début, il y en a eu beaucoup. Il y a eu le mot résistance. Et j'ai lu dans votre livre, d'ailleurs, que vous préfériez le mot résistance au mot résilience. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez Page 22. Non, mais j'adore. Vous avez bien lu mon livre et ça me fait vraiment plaisir. Et on voit que vous avez savouré et mesuré la portée des mots. Ça me touche vraiment. Et oui, résistance à résilience. Résilience, évidemment, j'ai dû en faire vraiment preuve de résilience toute ma vie. Mais la résistance, savoir effectivement, au-delà de la résilience qui permet de se guérir, mais la résistance permet d'avancer, mais aussi d'affronter justement les vents contraires. Et à la fois, il faut être comme une tour Eiffel, c'est-à-dire être forte, grande, la tête haute, mais laisser passer le vent, laisser passer les mauvaises ondes, laisser passer certains vents contraires, mais tenir bon et être résistante. Et je trouve que c'est très important de faire preuve de capacité de résistance, capacité de détermination, capacité de non-renonciation à ses choix, à ses objectifs, à ses envies, pour pouvoir non seulement avancer pour les autres, parce qu'avancer pour les autres, peu importe, mais avancer pour soi. Pouvoir se regarder dans une glace, pouvoir regarder sa fille et dire à sa fille, tu sais ma chérie, voilà, dans la vie, apprends à être résistante. Et après ce mot de résistance, on aperçoit un autre mot qui peut aller un peu de pair avec ce mot de résistance. C'est le mot de reconnaissance. Deuxième mot que je vous propose, reconnaissance. Ah, vous êtes top, vous êtes top. C'est un mot qui me parle beaucoup. C'est un mot qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous voyez, quand par exemple dans ma carrière, je sors du CSA et je vais chez Cyril Hanouna faire TPMP, les gens se disent, ah oui, mais qu'est-ce qu'elle va faire là? On se dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire là? Et les gens critiquent, de l'extérieur on critique. Lorsque je quitte la Guadeloupe, où je faisais des émissions, où ça marchait très bien pour aller à l'école de journalisme, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle va faire là alors que tout marche bien pour elle? Lorsque je quitte LCI pour aller au CSA, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle va faire là? Mais tout va bien pour elle à LCI. Et lorsque je quitte TPMP pour faire l'émission Face à l'info, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle va faire là? Derrière toutes ces interrogations, il y a ce mot. Et pas pour les autres, mais pour soi-même, comme je disais tout à l'heure. Reconnaissance par rapport à moi-même. Est-ce que toi-même, tu es capable de te challenger, Christine? Est-ce que toi-même, tu es capable de te dire que là, tu as bien fait? Est-ce que toi-même, tu es capable de prouver en allant au CSA que tu n'es pas une fille de lumière, mais que tu es une fille de dossier? Est-ce que toi-même, tu es capable de faire un pas de côté et d'aller chez Cyril Hanouna, ou bien de faire un pas de côté et d'aller faire Face à l'info? Voilà. Derrière tout ça, derrière tous mes choix, il y a reconnaissance, mais surtout pas pour les autres, encore une fois, mais pour moi-même. Parfois pour penser mes plaies, parfois pour me guérir, parfois pour grandir, mais en tout cas toujours pour moi-même et toujours, comme on disait tout à l'heure, dans ma liberté intérieure. Et même pas un peu de reconnaissance recherchée dans les yeux de vos parents? Ah, peut-être, mais je ne pense pas que ça soit indispensable pour moi. Non, je ne pense pas. Je pense que non, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment pour moi. Je suis en quête
en quête de perfection personnelle. Et j'aime bien, attention, hein, je cultive cette quête de... et derrière ce mot reconnaissance, il y a le mot humilité que j'aime beaucoup. Et parce que tant qu'on se dit qu'on a besoin de reconnaissance personnelle vis-à-vis de soi-même et qu'on est dans l'humilité, et tant qu'on est dans l'humilité, on est dans le doute, on se remet en question, et tant qu'on se remet en question, on avance. Un jour, mon patron, Serge Nedjar, me dit « Mais Christine, regardez, ça fait 2 mois que vous avez fait l'émission Face à l'info, ça cartonne 2 mois. C'est très bien, je vous sens toujours en train de douter. » Et je lui ai dit « Mais je vais toujours douter, tous les jours, à chaque minute que je fais cette émission. » Pourquoi ? Parce que pour moi, l'humilité, c'est le doute. Et tant qu'on doute, on est dans l'humilité. Et pour moi, c'est très important de se remettre en question en permanence pour pouvoir avancer. Donc vous n'aviez pas envie de prouver quelque chose quand même à vos parents, j'insiste un petit peu. Non, vous qui étiez, non. entre guillemets, le vilain petit canard. Oui. Non, mais... Pas spécialement. Non, je pense pas, honnêtement, parce qu'avec mes parents, vous savez, ça a été compliqué, mais tout a été résolu, tout a été dit, on a discuté, on s'aime, on s'entend tous les jours, les choses, je pense, les brèches ont été colmatées. Et le pardon a été donné. Et le pardon a été donné, comme tout enfant, avec ses parents, il y a toujours des choses qu'on reproche, qui ne vont pas, etc. Et on fait famille avec les forces et les faiblesses. J'ai eu des difficultés, j'ai eu beaucoup d'atouts aussi donnés par mes parents, et voilà, donc je ne pense pas que je suis ni dans le syndrome de Stockholm et ni dans une quête permanente d'attirer le regard de mes parents. Hier, j'ai passé 1 heure au téléphone avec ma mère en parlant de tout et de rien. Lorsque j'ai été nommée au CSA, mes parents ont pleuré tellement ils étaient heureux. Pour eux, je veux dire, ils adorent ma carrière. Ils sont reconnaissants depuis très 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 longtemps. Donc je n'ai rien à prouver à mes parents, ils me le disent, hein, je ne pense pas. Ils sont reconnaissants. Oui, ils sont reconnaissants. Mais par rapport à moi-même, en revanche, je ne sais pas si j'ai colmaté mes propres brèches d'auto-reconnaissance. C'est-à-dire que même dans l'éducation de ma fille, etc., j'ai toujours soif de reconnaissance personnelle de moi vis-à-vis de moi-même. Je ne sais pas si c'est clair, hein, je suis un peu philosophique. Si, c'est clair, vous l'avez écrit d'ailleurs. D'une certaine façon, vous avez écrit que votre objectif était plus d'être reconnu que d'être connu. Exactement, exactement. Objectif atteint. Tout à fait. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Vous avez les deux. Peut-être. Voilà. Vous êtes aussi devenu une sorte d'apôtre de la reconnaissance, si je puis dire, avec la reconnaissance du sport féminin, par exemple. En tant que présidente à certains moments de la Fondation Alice Milia, vous avez aussi été une apôtre de la reconnaissance dans l'aide aux familles monoparentales, au sein de la Fondation Cas d'urgence. Il y a aussi de la reconnaissance dans ces actions-là que vous portez. Oui, et pour rebondir par exemple avec le mot que vous avez noté tout à l'heure, le mot mérite. Mérite et reconnaissance, voilà, ça se marie bien. Et les familles monoparentales, effectivement, ça fait bientôt 13 ans que je travaille avec elles. Et oui, par exemple, à l'intérieur, on est toujours dans lumière intérieure, hein, donc ça me va bien tout ça, j'ai besoin d'aider les autres. Et ça, par exemple, quelqu'un d'autre ne peut pas comprendre, peut-être, voilà. Mais moi, ça fait partie de mon intérieur. Ça fait partie de mon identité intrinsèque et la plus profonde. J'ai besoin, donc à l'intérieur de moi, j'ai besoin de cette reconnaissance personnelle, de savoir, oui, Christine, aujourd'hui, tu as pu aider quelqu'un. Et je dis tout le temps que à quoi ça sert de vivre sur Terre si tu n'aides pas quelqu'un ? À quoi ça sert de vivre ? Lorsque je suis arrivée tout à l'heure dans le taxi, j'ai discuté avec le chauffeur en parlant justement de l'aide à l'autre, du bonjour à l'autre, de l'éducation qui se perd, des bonnes manières et de la reconnaissance vis-à-vis des autres. Bonjour monsieur, merci de m'avoir conduit, d'être reconnaissant aussi vis-à-vis des autres. Donc je trouve que derrière ce mot reconnaissance, il y a un ensemble de choses et il y a aussi effectivement cette soif personnel d'aider les autres, d'aller vers l'autre. Et pour moi, c'est aussi un chemin de vie. C'est-à-dire qu'au bout de ma vie, qui peut être aujourd'hui ou qui peut être dans 10 ans ou dans 30 ans, on ne sait rien, j'aimerais juste qu'on puisse dire qu'au moins, elle a été utile. Bien entendu. Et une dernière petite question, la reconnaissance de ses torts. Ce n'est pas quelque chose qui me gêne du tout de reconnaître mes torts. Hein. Je suis assez humble à ce niveau-là.
Vraiment, même quand je n'ai pas fait de mal, je demande pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis pas. Oui, reconnaître aussi ses torts, c'est Très important. bien. Allez, troisième mot, Christine Kelly, le mot femme. Femme, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire derrière ce mot femme? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Femme, derrière ce mot, je vois difficulté, je vois mère. Ce n'est pas pareil, mais je vois aussi mère. Vous êtes une jeune maman, effectivement. Oui, très fière. D'une petite fille. D'une petite fille, exactement, Léa. Et derrière ce mot femme, je vois difficulté, je vois problème entre l'apparence, et je reviens souvent sur ça, hein, et c'est pour ça que j'aime bien le titre de votre émission, sur l'apparence et la dichotomie entre le paradoxe entre l'extérieur et l'intérieur. Et qui dit femme dit, s'apprêter, être tout le temps comme ci, comme ça, j'en sais rien, hein, pour certains, et être dans des apparences et dans certaines postures que je n'ai pas du tout. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt, encore une fois, attachée à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est-à-dire que même lorsque je fais, par exemple, l'émission Face à l'info, je ne viens pas en tant que femme. Je viens en tant que journaliste. Je ne viens pas en tant que mère, je viens en tant que journaliste. Donc derrière ce mot femme, il y a la difficulté pour moi d'être femme dans la société d'aujourd'hui où bien souvent, on va être dévalorisé avant même d'avoir ouvert la bouche par rapport à son extérieur, par rapport à son apparence. Et voilà, derrière ce mot femme, ça me renvoie encore une fois à mon intérieur qui est justement plus neutre que ce mot femme. Je ne sais pas si c'est clair aussi, mais voilà. Si ces apparences, elles ne vous ont pas toujours aidé, elles vous ont aidé, mais sans vous aider, ce paradoxe toujours, vous êtes extrêmement belle, est-ce que cette beauté ne vous a-t-elle pas un peu desservie parfois? Ben oui, c'est un peu ça en fait. Je ne sais pas si je suis extrêmement ou si je suis belle ou bien si je suis l'un ou l'autre, mais je sais surtout que ça ne correspondait pas à mon intérieur toute ma vie, toute ma carrière, où on me regarde et ou bien on me rejette, ou bien on me parle d'une certaine façon parce que tu as une apparence un peu mimi. Et en fait, par exemple, on ne t'invite pas à un dîner parce qu'on a peur que tu prennes le mari de quelqu'un. Alors que si un mari peut être tranquille, c'est avec moi, hein, je veux dire le mari de quelqu'un. Et on me juge sur mon apparence. Donc c'est vrai que cette apparence, et vous avez excellemment bien décelé, m'a beaucoup desservie. Évidemment, ça sert lorsqu'on me dit « Oui, mais quand même, Christine, tu es à la télé, c'est aussi parce que tu es jolie. » Oui, mais bon, je veux toujours qu'on regarde mon intérieur, je veux toujours qu'on regarde ma capacité de travail, mes compétences avant de me dire oui, Christine, on t'embauche parce que tu es jolie, ou bien oui, on t'invite à tel dîner parce que tu es jolie, ou bien on ne t'invite pas parce que tu es jolie. Et souvent, derrière cette apparence qui envoie un message, le vrai message n'est pas entendu. Et je me suis battue toute ma vie contre ça, contre le faux message qu'envoie l'apparence mauvaise, parfois, d'être une fille avec un joli sourire. Et lorsqu'on m'arrêtait dans la rue, on m'a dit « Ah oui, vous êtes jolie », j'avais souvent envie de dire hey, « Mais bon, tu ne me connais pas, tu ne m'as pas vue, tu ne sais pas ce que je fais dans la vie. » Et c'est vrai, pour revenir à toutes vos questions précédentes, que toute ma vie, je me suis bagarrée contre justement ce qu'on me renvoyait d'être une simple jolie femme. Mais je voulais le fond, et j'ai cultivé mon fond. Et ce fond, justement, est-ce que c'est plutôt le cerveau ou le cœur? Ou les deux? Le cœur. Tout vient du cœur? Oui, je pense que le cœur est plus important pour moi que le cerveau. Je pense. Quelle maman êtes-vous aujourd'hui avec tout ce que vous nous livrez, tout ce que vous nous partagez? Alors, une maman protectrice, très protectrice, une maman en même temps qui cultive le mot liberté pour rejoindre tout notre puzzle, parce que je sais qu'un jour elle partira, vous voyez ce que je veux dire? Donc je me prépare et je lui dis, tu sais maman, t'apprends ça, c'est pour toi, parce que demain tu en auras besoin. Et je t'apprends à pouvoir faire face un jour, toi, toute seule dans la vie. Et souvent, c'est la ligne de conduite, c'est-à-dire prépare-toi à ta liberté. Je suis une maman aussi qui dit toujours à ma fille, avant de me dire bonjour, donne-moi ta note, mais sache que ce n'est pas parce que tu as une mauvaise note que tu n'es pas ma fille et que maman ne t'apprécie pas. Parce que ce qui compte avant tout, c'est 3 mots, et je lui dis très souvent, capacité d'adaptation, détermination et maîtrise des émotions. Et tout le temps, je lui dis, voilà ma chérie,
Tu vois, dans ce cas-là, on a raté l'avion parce qu'on a oublié de faire le test PCR. On ne s'énerve pas. Regarde le monsieur là, il s'énerve. Non, nous, on s'adapte, on est déterminé. On va trouver un avion et on maîtrise ses émotions. Donc ça, ce sont des valeurs que j'essaye en tout cas d'inculquer à ma fille. Mais vous savez qu'on ne sait jamais si on a réussi une éducation. Cette maîtrise des émotions, vous la montrez bien. Est-ce que vous la travaillez ? Bonne question, parce que souvent dans mon émission, on me dit que vous êtes calme et ça revient très souvent. Et pour autant, parfois, je peux être en ébullition. Ça ne se voit pas. Oui, et pourtant, je ne sais pas si je travaille cela, mais quand je sens que je peux aller trop loin, par exemple, démissionner ou je ne sais pas quoi, ça aussi, ça fait partie de la maîtrise des émotions. Là, j'essaie de me maîtriser. Mais au quotidien, j'essaye de rester, effectivement, de faire taire mes émotions inutiles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les émotions, si elles apportent un plus, oui. Si elles n'apportent pas un plus, j'essaie de me maîtriser pendant la journée, effectivement, pour ne pas les laisser m'emporter sur un terrain inutile. Exemple, à l'instant, juste avant de venir, j'avais un rendez-vous téléphonique, j'ai décidé de sortir mon chien en même temps. Je marche vite, etc. Je fais ma réunion, etc. Je suis avec mon chien et un coureur passe et mon chien lui passe devant. Et il hurle dans tous les sens, mais comme s'il a failli mourir. Et honnêtement, j'avais envie de lui courir après, de le secouer. Et je me suis dit, à quoi ça sert ? Ça, c'est ma maîtrise des émotions en permanence. Vous voyez, ce sont des petits détails, mais qui permettent effectivement de déplacer son centre d'intérêt de la journée et de se dire, attends, tu es en réunion, tu finis ta réunion. Et pareil, sur le plateau télé, est-ce que ça sert de poser cette question ou bien tu te maîtrises ? Est-ce que cette question correspond à une question de journaliste ou bien de femme ou de mère ou bien d'antillaise ou bien... Non, attention, maîtrise tes émotions. Et une toute dernière petite question sur ce mot femme, qui est ce troisième mot que je vous propose. Vous êtes une femme de conviction. Est-ce que vous êtes une féministe ? Femme féministe ? On peut dire féministe, mais maintenant il y a tellement de féminisme qu'on va dire que je suis une féministe un peu comme Elisabeth Badinter, on va dire à l'ancienne. Féministe, pour moi, effectivement, je ne trouve pas normal qu'une femme n'ait pas le même salaire qu'un homme. Féministe parce que je me dis que souvent, à une femme, on demande plus au travail qu'à un homme. Mais pas du tout féministe à demander à mon mari de ne pas faire un barbecue. Pas du tout féministe, justement, dans les dérives du néo-féminisme aujourd'hui. Pas du tout, ça ne me ressemble pas. Je trouve que je pense être dans un féminisme équilibré, mais féministe quand même. Bien, je vous propose mon quatrième et dernier mot, Christine Kelly. Et c'est le mot, pour la journaliste que vous êtes, ça va vous parler, le mot vérité. Avec un petit V pour commencer, mais peut-être avec un grand V pour terminer. Ah, ça dit beaucoup de choses, hein, ce mot, hein, vérité, vérité. La vérité du moment n'est pas la vérité. Je dis cette phrase très souvent. Et je dis que, par exemple, lorsqu'on est journaliste et qu'on donne une information, c'est la vérité du moment, mais ce n'est pas forcément la vérité. Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un mort, on vient de l'apprendre, mais dans 3 jours, on apprend qu'il y a eu 10 000 morts. La vérité du moment n'est pas la vérité. Lorsque quelqu'un est condamné, finalement, la personne a eu un non-lieu en dernière instance, en appel, la vérité du moment n'est pas la vérité. Donc, humilité devant l'information, parce que la vérité du moment n'est pas la vérité. C'est déjà ce que ça m'évoque. Après, vérité dans le sens où on est toujours, pour moi en tout cas, en tant que journaliste, en quête de vérité. Quand je dis en quête de vérité, c'est-à-dire en quête de bon sens, en quête comment dirais-je, d'avoir les bonnes informations, en quête de vérité. Pour moi, c'est aller dans la bonne direction, aller faire ce qui est bien, faire ce qui est juste, faire ce que je crois être droit, être juste, être bien. Et pour moi, ça c'est aller être en quête de vérité permanente. Ça, c'est ma ligne de conduite permanente et qui correspond à ma lumière intérieure. Et s'il y avait un troisième axe sur le côté, derrière le mot vérité, c'est le fait que, et quelque chose qui me révolte, c'est que sous couvert toujours dans l'information, mais sous couvert de lutte contre la désinformation, donc soif de vérité, aujourd'hui, on désinforme. On se donne une étiquette
je lutte contre la désinformation, je suis officiellement dédiée à lutter contre la désinformation, et en fait, je désinforme. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans un monde où la vérité est à rechercher en permanence, et derrière le mot vérité, je mettrai encore une fois le mot humilité. C'est vrai que dans notre métier, le journalisme, le mot de fake news revient souvent. Ça, c'est un mot que vous entendez beaucoup? Oui, oui, absolument. Et souvent, on veut faire taire quelqu'un en disant qu'il a menti, ou on veut corriger quelqu'un en disant que tiens, il a donné un chiffre et que ce chiffre-là est faux, alors que le chiffre est vrai. Et sous couvert, toujours, de soif de vérité. Donc derrière le mot vérité, chacun a sa notion de vérité. Et l'autre jour, j'étais en conférence pour mon livre avec des journalistes, et je leur disais que la vérité, elle est entre vos mains. Ce n'est pas un journaliste qui va vous la donner. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ça, et c'est à chacun d'aller chercher son information, d'aller vérifier son information. Malheureusement, le curseur est entre les mains du téléspectateur, où il ira vérifier sa source, il ira vérifier autre chose, etc. Et malheureusement, la plupart ne font pas ce travail-là, ce qui fait que ceux qui ne font pas ce travail-là se laissent balloter par les informations qu'on leur donne sans avoir la véritable vérité. À chacun de chercher sa vérité avec un petit V. Oui. Et quid de la vérité avec un grand V, s'il en existe une, quel serait votre chemin vers cette vérité-là? La vérité, la croyance, Dieu, ce sont des sphères très intimes, selon vous? Bien sûr, Oui. bien sûr, ce sont des sphères intimes et qui c'est complètement l'intimité de chacun, absolument. Qu'il est difficile de partager. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Non, c'est pas. Oui, chacun fait ce qu'il veut. Et puis encore une fois, là aussi, souvent les gens ceux qui croient sont contre ceux qui ne croient pas, ou bien ça ne peut pas discuter ensemble, etc. Vous savez, à mon bureau, il y a Marc Menant qui est un impie total, et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de passer des heures à discuter avec lui du sens de la vie, de la vérité, comme vous dites, de est-ce qu'il y a ou pas un Dieu, une entité supérieure, etc. Et je trouve que c'est très important de pouvoir oser discuter. Oui, chacun fait ce qu'il veut. Oui, chacun croit ou ne croit pas. Oui, chacun a une spiritualité ou ne l'a pas. Oui, chacun a son style de spiritualité qui peut être dans l'ésotérisme, qui peut être ailleurs, ou je sais pas quoi, qui peut être dans une religion ou bien dans Dieu tout court. Chacun son style et son type de croyance. Une seule chose, moi je dis tout le temps qu'il ne faut pas juger. Et je ne juge pas. L'autre jour, j'étais avec un couple homosexuel qui me disait, voilà, un d'entre eux, mes parents sont protestants et me disent, oui, quand même, on ne te parle plus depuis ça, etc. Ils ne lui parlent plus, enfin bref, depuis qu'ils ont su qu'il était homosexuel. Et je lui ai dit, mais voilà, je dis, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour détenir la vérité? Et que si on croit surtout qu'il faut de la tolérance, qu'il faut de l'écoute, il faut de la patience, il faut de la tempérance, il faut de la justice, et voilà, de l'ouverture, et à tout point de vue, et avec tout le monde. Et comme vous dites, discuter avec quelqu'un qui croit, qui ne croit pas, chacun fait ce qu'il veut, surtout de la tolérance, surtout de la tolérance. Une chose est sûre, c'est que ceux qui croient, on les sent bien souvent plus ancrés. On les sent bien souvent plus forts. On sent qu'ils ont, ils ont un sens. On voit cette société d'aujourd'hui qui est en quête de sens, qui est en perte d'identité totale, en déconstruction totale. On voit en tout cas qu'il y en a ceux qui ne sont pas en déconstruction, ceux qui croient. Est-ce qu'il y a un danger à croire et à exprimer sa croyance, sa foi? C'est peut-être le sentiment qu'on peut avoir en vous entendant. Là, vous parlez par exemple d'un entretien que j'ai eu au sein d'une église protestante. Et ce que je dis dans une église protestante, je ne vais pas aller sur les plateaux télé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, chaque chose a sa place. Je ne vais pas passer ma journée, ni mes interviews. Et je pense que je l'ai dit avant le début de cette interview-là, que je n'ai pas passé non plus toutes mes interviews à parler de ma foi. Ce n'est pas ça le but. Je veux dire, j'étais dans une église, j'ai parlé de ma foi et je ne vais pas, à chaque fois que je vais faire une interview, redire ce que j'ai déjà dit dans une église. Pour moi, il y a une différence entre faire une émission télé, conduire son émission, faire des interviews, même si c'est KTO,
et aller dans une église et répondre à une question. Je veux dire, ce sont des secteurs différents. Si on commence à tout mélanger, là, on vous fait des procès en illégitimité et là, vous êtes illégitime. Donc, si c'est pour redire ce que je dis dans d'autres circonstances ou bien si c'est pour redire ce que j'ai dit dans d'autres interviews où j'ai parlé aussi de mes parents qui m'ont battu, même si vous voulez me faire en parler, là, je ne vois pas le lieu, je ne vois pas le but, je ne vois pas l'objectif non plus de me faire dire ce que tout le monde sait déjà, a déjà vu, etc. Voilà, donc je veux dire, à la fois je suis pudique par rapport à mon enfance et je n'ai pas redit ce que j'ai déjà dit sur un plateau télé. À la fois je suis pudique aussi par rapport à ma foi, j'en ai déjà parlé, j'en parle dans mon livre et ça fait 30 ans que je fais de l'audiovisuel et 30 ans que j'en parle. Et à la fois, lorsque je suis dans une église, je peux en parler, je peux y retourner, ça ne me dérange pas du tout, mais chaque chose a sa place. Et il n'y a aucun danger, je ne vois pas de danger, je trouve du respect, je trouve que c'est important de respecter les gens, je trouve que c'est important de respecter ce qui est dit, je trouve que c'est important de respecter les personnes, respecter leurs croyances ou lorsqu'ils ne croient pas. J'ai des amis musulmans, j'ai des amis catholiques, j'ai des amis protestants, j'ai des amis impies. L'essentiel, c'est d'abord le respect. Absolument. On finit là-dessus. D'abord le respect. Merci Christine Kelly, je reviens auprès de vous. À tout de suite. À tout de suite. Christine, je suis de nouveau en face de vous. Ça fait plaisir. Oui. Comment avez-vous vécu cette expérience? Écoutez bien parce que j'ai aimé vos mots. J'ai aimé vos mots. Alors justement, lequel vous a le plus séduit parmi ces 4 mots? Mérite, reconnaissance, femme, vérité. Mérite, je crois. Mérite? Oui, je crois. Mérite. Tout commence par là. C'était le premier. Oui, c'était le premier. Et puis derrière, voilà, c'est tout. Derrière, il y a tout. Comme je dis, on gratte. Et puis il y a toute ma vie, il y a tout. Et puis il y a de la fatigue, de l'interrogation, de l'épuisement, du combat, de la souffrance, des joies. Mais oui, je crois que j'ai beaucoup aimé. Évidemment, j'ai aimé tous les autres, mais j'ai beaucoup aimé celui-ci, qui englobe, presque tout le livre. Et dans la langue française, est-ce qu'il y a un mot que vous préférez? C'est le mot liberté qu'on entend dans votre livre, beaucoup, qui résonne fort. Bien vu. Je pense que c'est le mot que je préfère. Je pense que, vous voyez, par exemple, je parlais de Marc Menant tout à l'heure. Avec lui, on a des discussions l'après-midi, mais pendant des heures, au lieu de travailler, sur le mot liberté. Sur le mot liberté. Ah, c'est un érudit, Marc Menant. Oui. Et c'est très intéressant de voir à quel point, jusqu'où va sa liberté. Jusqu'où, à un moment, tu décides là, tu baisses la garde, ou tu hausses la garde, ou bien tu es plus strict. Et je trouve que c'est important, ce mot liberté. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Exactement. C'est dans notre Constitution. Exactement. Et la respecter, c'est tout un ensemble de choses. Quels sont vos projets pour le futur? Parce que là, Liberté sans expression, que je vous conseille de lire, donc, aux éditions Cherche Midi. On vous entend, on vous voit sur CNews, face à l'info, avec aussi Marc Menant. Exactement. De temps en temps, souvent même. D'autres projets télévisuels? Non, pour l'instant, vous qui avez tout fait, je rappelle, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Vous êtes quand même l'unique biographe de François Fillon. C'était il y a longtemps, mais il n'y en a pas eu d'autres. Oui, exactement. Aussi une enquêtrice avec l'affaire Flactif, la tuerie du Grand Bornand. Vous avez fait une grande enquête là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie là, de c'est faire mon 7e livre en comptant la biographie, exactement. Et là, je digère déjà celui-ci. Oui. Et j'ai plusieurs rendez-vous en province pour rencontrer le public, discuter avec eux à propos de ce livre, discuter de liberté, emmagasiner leur énergie positive aussi. Donc là, je fais plusieurs salons et parfois avec la Fédération protestante, parfois avec des catholiques, parfois avec des salons du livre complètement classique. Et je suis très contente de prendre du temps. Donc ça, ce sont mes projets. Jusqu'au printemps prochain, ou presque tous les week-ends, je vais à la rencontre du téléspectateur, en fait, sous toutes ses formes, pour pouvoir échanger à propos de ce livre. Et lecteur, voilà, exactement, pour pouvoir échanger sur la liberté, sur les notions de liberté, sur tous ces sujets.
Et pas d'autres changements en vue dans votre vie? Non, pour l'instant. Oui, parce que c'est vrai que vous avez un parcours quand même foisonnant. Pas d'autres coups de fil, pas de CSA, bon ça c'est fait. Non, le CSA se fait. Non, mais peut-être. Au gouvernement? Non. Ah, vous aviez déjà refusé? Oui, j'ai déjà refusé et je pense que là aussi on a peut-être même plus de liberté lorsqu'on n'est pas au gouvernement que lorsqu'on est en train d'aider une association. Non, je veux continuer avec mon association. Je ne veux pas la lâcher, parfois c'est difficile, mais être en prise avec l'association sur l'aide aux familles monoparentales, voilà. Cas d'urgence. Cas d'urgence, exactement. Être en prise avec un cas. Exactement, cas comme Kelly. Cas comme Kelly. Et être en prise avec les familles de France qui souffrent, les premières victimes de la pauvreté, c'est capital pour moi. Donc ça, je veux absolument continuer. Peut-être un autre livre, je réfléchis. Je réfléchis aussi peut-être à une autre émission dans le groupe Canal. Donc voilà, beaucoup de réflexions, mais pour l'instant, déjà consolider ce que je fais, consolider face à l'info. Mais il n'empêche que je reste dans l'humilité de ne pas savoir ce que c'est que le lendemain. C'est-à-dire que je sors de cette émission. Je ne sais pas si je serai là demain. Je sors de cette émission. Je serai peut-être virée demain et je sors de cette... Non, mais c'est la vie. Et je vis au quotidien dans cette humilité de l'inconnu du lendemain. Merci beaucoup, en tout cas, Christine Kelly, pour votre présence. C'est un immense plaisir. Et pour ce beau livre sur liberté sans expression aux éditions de Cherche Midi. Si vous voulez voir l'émission, la revoir, vous connaissez l'adresse kteotv.com. Je vous revois la semaine prochaine. Au revoir.